Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le XXe siècle, c'est un océan d'événements que vous évoquez à travers des faits où il ne s'agit surtout pas d'être vague. Avec ce livre entièrement écrit en vers, on ne pourra pas vous accuser d'être contre tous. Bonjour Yann Moix. Bonjour mon cher Jacques. Alors, ce livre, c'est Apnée, chez Grasset. Et c'est un livre étonnant parce qu'il va être la clé de notre émission, puisque vous racontez le XXe siècle en alexandrin. Et donc, on va en même temps évoquer à travers vous les événements du XXe siècle. Avec plaisir. Alors, on va commencer par la date de sortie du livre, puisqu'il faut quand même parler du livre. Le 29 janvier 2025, ça s'appelle Apnée. Donc, vous racontez la traversée du XXe siècle en partant du fond des océans. Comment est venue cette idée ? J'en sais rien du tout. J'étais quand même sur l'île de White avec ma petite amie de l'époque. On s'est séparés définitivement sur l'île de White parce qu'on s'est disputés. Mouvement d'humeur de part et d'autre. J'ai quitté l'île de White et j'ai immédiatement regretté cette rupture. Je la regrette plus depuis, mais sur le coup, je l'avais regretté. Et donc, je me suis dit, ce serait bien qu'il reste quelque chose de cet événement. Donc, j'ai commencé à écrire un petit poème que je voulais lui envoyer parlant l'île de White. Et puis, de fil en aiguille, vous me connaissez, je suis obsessionnel. J'ai décidé de créer une aventure sous l'eau. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce qui serait intéressant ? De raconter un siècle irrespirable. Se mettre en apnée parce que le XXe siècle, finalement, a été un siècle irrespirable. D'horreur. Et donc, j'ai voulu imaginer que ce siècle se réitérait à l'infini sous les océans. L'idée était très étrange, mais comme je nage tous les jours, il y a peut-être aussi un lien avec ma passion pour la natation. Oui, mais encore, il y a 200 pages dans Alexandrin. Ça a pris des années, des années. Je pensais faire ça en un mois, parce que je suis quelqu'un de très optimiste. Et j'ai mis 5 ans parce qu'on peut pas écrire toute la journée en alexandrin, il faut faire des pauses sinon on devient fou. Alors, les alexandrins, je me suis un peu renseigné. Le nom de ce vers provient du poème du roman d'Alexandre, composé par un certain Lambert Le Thor, et dont tous les vers sont composés de 12 syllabes. C'est l'origine. Et alors, on dit que c'est une référence à Alexandre le Grand ou Alexandre de Bernay, qui a continué l'œuvre de Lambert Le Thor. C'est l'origine, en tout cas. C'est l'origine. Alors, vous savez qu'on peut les couper au bout de 6 pieds, à la mistiche. Vous pouvez aussi ne pas tenir compte de cette règle de poésie, et c'est ce que j'ai choisi de faire dans les traces de Raymond Roussel. Voilà. Alors justement, on parlera de Raymond Roussel tout à l'heure, mais les alexandrins, vous avez appris l'art de l'alexandrin à l'école ou c'est venu comme ça ? Non, mais j'aime beaucoup lire des poésies, j'aime beaucoup Victor Hugo notamment, et j'aime beaucoup Raymond Roussel. Donc ça donne une sorte de litanie interne, et au bout d'un moment, quand on lit toute la journée en alexandrin, on finit par rêver en alexandrin, on finit par cauchemarder en alexandrin, on finit aussi un peu par parler, mais surtout par écrire en alexandrin. Si vous faites ça toute la journée, mon cher Jacques, vous verrez que votre cerveau, très rapidement, comme quand on apprend une langue étrangère, parle vraiment en 12 pieds. Ça vous arrive souvent ? Non, plus maintenant, mais quand je faisais ça 10 heures par jour, à la fin de la journée, oui. Mais ce qui est curieux avec vous, Yann Moix, c'est qu'au départ, vous étiez destiné aux mathématiques et pas du tout à la littérature. C'est vrai, mais je suis toujours passionné par les mathématiques. C'est quelque chose, si j'avais une vie à refaire, je ferais de la recherche en mathématiques. Mais je n'étais pas doué pour ça. Alors j'ai abandonné et j'ai plutôt choisi une carrière, si on peut appeler ça une carrière, littéraire. Oui, en vous tournant au départ vers la philosophie. Oui, c'est ça. Mais les mathématiques continuent vraiment à me passionner. J'en fais régulièrement, j'en fais quasiment tous les jours. Je lis sur les mathématiques, l'histoire des mathématiques m'intéresse. Et reprendre des exercices de mathématiques de mon époque de maths sup ou de maths spé est une source profonde de joie aujourd'hui, alors que c'était pour moi une source de cauchemar il y a 40 ans. Oui, et en même temps, c'est aussi une façon de compter en alexandrin. Parce que les chiffres, ça compte. C'est les chiffres, oui. C'est mathématique, oui. Alors, et l'apnée, est-ce que vous connaissiez l'apnée en temps avant de vous plonger dans ce livre ? Faire de l'apnée ? Oui. Non, j'en ai jamais fait, je nage tous les jours, mais je ne fais pas d'apnée au sens où des gens restent 4, 5, 6 minutes sous l'eau sans respirer. Le record, je crois, c'est un Français qui s'appelle Guillaume Bourdil, qui parcourt plus de 300 mètres en apnée. Il a été sacré champion du monde et il peut descendre à 113 mètres en compétition. Ça force absolument le respect, c'est des capacités qui sont absolument extraordinaires. Et là, on se pose la question, il y a une part d'acquis, mais il y a aussi une part d'inné, parce que c'est une force qu'il a à la naissance, celui qui fait ça, mais il doit l'entretenir. Donc c'est quelque chose d'assez vraiment, c'est hors norme en fait, d'arriver à des exploits de cette sorte. Et puis les Français ont découvert l'apnée avec Le Grand Bleu de Luc Besson. C'est vrai.
Exactement. Avant, personne ne connaissait Jacques Mayol. Non, c'est vrai, Luc Besson, qui pour moi est un très grand cinéaste, a apporté à des générations, dont la mienne, des très grands films qui sont aujourd'hui cultes. Et s'il est de bon ton aujourd'hui de critiquer le travail de Luc Besson, il restera dans le cinéma, notamment grâce au Grand Bleu. Oui, alors on l'a critiqué dès le départ. Moi, j'étais au Festival de Cannes à la première projection du Grand Bleu, qui a été sifflée par une partie de la salle. Bien sûr, Luc Besson serait américain, il serait considéré comme un génie. Comme il est français, on le maudit, et quand le plus tard possible, Luc Besson aura disparu, il sera reconsidéré comme le génie. Et moi, je me souviens avoir vu travailler à sa table après la soirée. Il était déprimé avec Anne Parillot. Et je dis, mais le public va marcher. Il était prêt à arrêter le métier. Oui, mais c'est quelqu'un de très sensible. C'est un camarade. Je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je déjeune avec lui très bientôt. Et c'est un homme à qui on n'a pas fait de cadeau, et qui a été vraiment obligé de se brancher directement sur le public parce que la critique lui a toujours craché au visage. Oui, et le public a répondu présent, c'est le principal. Exactement. Alors, j'en reviens à ce livre Apnée. Au départ, vous reprenez le principe de Dante, qui est un poète florentin du XIIIe siècle, qui est le père de la langue italienne, et qui avait écrit quelque chose qui se rapprochait de ce que vous faites. Je ne me placerai pas dans l'altitude de Dante, qui est un des plus grands génies de l'histoire universelle de la littérature, mais effectivement, il a écrit une trilogie, l'enfer, le paradis, le purgatoire, dans lequel le poète Virgile lui fait visiter les enfers. Et c'est un chef-d'œuvre absolu que malheureusement je ne peux lire qu'en français en traduction, mais il y a une très bonne traduction de Jacqueline Risset. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a suivi, qui me suit depuis plus de 35 ans aujourd'hui. C'est une référence pour tous les écrivains, je pense. Il a une muse, Béatrice, et vous, pour ce livre, vous avez choisi une muse, Emmanuelle. Emmanuelle, qui est une jeune femme hongkongaise qui a quitté aujourd'hui la France, mais avec laquelle j'ai partagé près de 2 ans, et qui maintenant reste inscrite dans la littérature. C'est quand même un bel hommage que je lui fais. Exactement. Alors, il se trouve que vous avez choisi les événements, parce que raconter le XXe siècle, comment on fait un choix d'événements au départ, Yann Moix? Il faut trier les événements macroscopiques de grande importance, sachant qu'il y en a qui sont inévitables, et puis aller chercher des micro-événements qui nous regardent plus personnellement. Par exemple, on ne peut pas faire l'impasse sur 14-18, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur Hiroshima ou sur la Shoah. Voilà, et la guerre de 14-18, justement, Brassens l'a chantée. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre 1001 guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14. Alors, il défend quand même ce qu'il a toujours rejeté, mais il y a une raison, parce qu'on ne la connaît pas, c'est qu'en fait, sa mère était veuve de guerre. Elle a eu un premier mari, Elvira, et le père de Brassens était le second mari de la mère de Brassens. C'est comme je déteste Georges Brassens. Ah bon? Je vous écoute de manière intéressée, mais il y a quelque chose dans mon cerveau qui m'empêche d'apprécier le génie de Georges Brassens, parce que je sais qu'il en possède du génie, ça c'est évident, mais je ne suis absolument pas sensible à sa galaxie, à son art, à son chant, à ses paroles, à sa guitare. Il me laisse complètement froid, et toute ma vie, depuis que je suis sur Terre, à chaque fois que j'ai entendu Georges Brassens à la radio, j'ai changé de chaîne ou de station. Je ne le supporte pas. C'est bizarre. Mais non, c'est-à-dire que le génie est toujours clivant. Voilà. Par exemple, Édith Piaf, qui est un immense génie artistique, je ne la supporte pas. Marguerite Duras, qui a sans doute du génie littéraire, je ne la supporte pas. C'est bien, je trouve que chez les très grands personnages littéraires, artistiques, les peintres, les musiciens, il y a des gens que l'on déteste. Ça prouve aussi que lorsqu'on a du talent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais, ça s'appelle la liberté de penser aussi. Exactement. Alors, il y a aussi la Seconde Guerre mondiale que vous évoquez, et curieusement, vous la traitez à travers un photographe de guerre très célèbre, puisqu'il a été présent au débarquement le 6 juin, c'est Robert Capa. Oui, j'ai trouvé intéressant de parler du débarquement dans des épisodes qui se passent sous l'eau. C'est quand même très bizarre de décrire le débarquement depuis le fond des océans, exactement comme je me suis permis de décrire Apollo 11 qui se pose sur la Lune, alors que bien évidemment on est sous l'eau, donc il y a des aberrations comme ça qui sont très amusantes à décrire. Et Robert Capa a pris le jour du débarquement 119 photos, mais il y a eu un problème de laboratoire et on a conservé 11 photos qui sont assez floues. Terrible. En même temps, ça fait partie de l'histoire. On ne saura jamais ce qu'il avait dans son appareil. Il y a des malédictions comme ça historiques, des pertes irréversibles. Et les photographes de guerre, ça vous fascine ?
Ces photos qu'on voit sur le terrain. Très honnêtement, je trouve que ça fait partie du patrimoine de l'humanité. La guerre est inimaginable pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et je trouve que les photographies de guerre, dans leur vérité, dans l'instant précis où elles sont prises, donnent plus la sensation d'avoir été là-bas que les témoignages. Je trouve que c'est très fort, les photographes de guerre. Et voire beaucoup plus que les films aussi. Et il vous arrive de partir d'une photo pour imaginer une histoire ? Oui, j'ai fait ça toute mon enfance. C'est quelque chose, et même des tableaux, des dessins. Je suis assez peu sensible à la photographie comme art, mais très sensible à la photographie comme journalisme, comme reportage. C'est-à-dire que l'art de la photo, je n'y crois pas en fait. Je ne considère pas que la photo soit un art. J'ai peut-être tort, hein. Vous savez, j'ai des amis écrivains qui considèrent que le cinéma n'est pas un art. Je considère que la photo n'est pas un art. Je ne la reconnais pas comme telle. En revanche, là où elle est très puissante, parce que je ne méprise pas la photo pour autant, c'est quand elle fait du reportage. Quand elle saisit l'instant, mais au sens historique du terme, non pas au sens esthétique du terme. En tout cas, avec vous, on sait qu'il n'y a jamais de clichés de ce côté-là. Merci. C'est toujours des nouveautés. Et on va se retrouver dans quelques instants pour évoquer une autre date qui est présente dans ce livre, le 31 août 1968. A tout de suite sur Sud Radio avec Yann Moix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yann Moix, ce livre apné qui raconte l'histoire du XXe siècle sous forme subaquatique et en vers et en alexandrin. Donc il y a des éléments là-dedans qui m'ont permis de trouver des sujets pour raconter l'histoire à votre façon. 31 août 1968, écoutez. White is white, Dylan is Dylan. Michel Delpech, White is White. Cette chanson, au départ, c'est une parodie de Black is Black, qui est un groupe espagnol, Los Bravos, que Hallyday a repris avec Noir c'est Noir, à l'époque où il a tenté de se suicider, et heureusement, il n'y est pas arrivé. Et c'est vrai que l'île de White, ça vous a marqué. La chanson date de 69, mais je crois que le festival a démarré un an plus tôt, en 68. Exactement. Et le petit problème qu'a Michel Delpech, c'est qu'à un moment donné, il dit « Dylan is Dylan oui. ». Le souci, c'est que Bob Dylan n'était pas au festival de l'île de White. En 68, il était en 69. Oui, mais là, ici, il parle de 68, étant donné que la chanson a pu sortir avant le deuxième festival de l'île de White de 69. Il y a peut-être un problème à vérifier. Hein. C'est pas très grave. En fait, le premier festival est né en 68. Il y a eu 10 000 spectateurs, ouais. Mais il a véritablement explosé en 69. Ouais. Quand Dylan est venu, il avait eu un accident de moto. C'était sa rentrée après 3 ans de silence. Oui, il faudrait savoir quand est-ce que Delpech a sorti. Apparemment, c'est juste après. Ah bon, alors d'accord. Donc très bien. Donc, et il se trouve que Dylan est arrivé sur scène et on est passé de 10 000 spectateurs à 250 000 spectateurs. Sur la seule présence de Dylan. Exactement. Et ça a été un phénomène de société. Parce que là, tout le monde a compris, il se passe quelque chose. Et ça vous a marqué ? Dylan m'a marqué. De toute façon, toute cette musique-là me marque encore, puisque je n'écoute quasiment que ça. Hein. J'écoute un peu de jazz, beaucoup de jazz et beaucoup de rock. Donc oui, c'est une musique qui m'a marqué. Et en fait, Dylan est quelqu'un qui est arrivé, qui était à ses débuts, parce qu'à l'époque, il avait démarré quelques années plus tôt, mais il commençait vraiment à exploser. Oui, il avait commencé folk, oui. Puis ensuite, très doucement, il est devenu rock et folk. Et c'est vrai qu'on n'imaginait pas à l'époque qu'il aurait un jour le prix Nobel. Mais lui non plus, il n'imaginait pas. D'ailleurs, d'une certaine manière, il l'a jamais vraiment eu, dans la mesure où il en veut pas vraiment. Il a toujours dit que c'est un prix qui l'embarrassait plus qu'autre chose. Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée de lui avoir donné, hein, cela dit. C'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu quoi de l'avoir eu. Alors il se trouve que le festival de l'île de White en 70, il y a 600 000 personnes, à tel point que le Parlement britannique crée une loi en disant qu'on ne peut pas autoriser un événement avec plus de 5 000 personnes sans autorisation, parce que tout le monde a été dépassé. Et c'est le phénomène d'une contre-culture pour vous. Exactement. Et puis aussi dans la contre-culture, il y a un lâcher-prise, c'est-à-dire que nous avons une génération qui arrive, qui se moque des conséquences de ce qu'elle fait. Et c'est la grande différence entre la bourgeoisie et les hippies de l'époque. C'est et bourgeois celui qui fait attention à ses actes, qui considère que l'imprudence va avoir des conséquences sur son existence. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se disent que les conséquences, ce n'est pas grave. On s'en fiche. Il faut vivre l'instant présent. Et c'est ça les hippies. Et ça a marqué votre génération ? Je suis né en 68, donc ça a marqué la génération juste avant moi, mais comme j'avais 10 ans de retard intellectuellement et artistiquement, j'en ai quand même profité, mais en différé.
J'aurais bien aimé vivre 10 ans plus tôt, naître en 1958, parce que j'aurais pu vivre à plein les années 70, qui sont les grandes années du rock. Et avec le recul, comment voyez-vous ces années que vous avez seulement observées? De manière mirifique, c'est-à-dire que je pense qu'à partir de 1985, le rock commence à mourir, à s'étioler. Je ne connais pas de grands... Il y en a, il y a les White Stripes, il y a les Guns N' Roses, mais grosso modo, depuis les années 80, le rock se meurt complètement. Il y a d'autres choses qui l'ont remplacé, des choses intéressantes, mais en termes de rock pur, je mettrais la date de décès du rock au mi-temps des années 80. Et en racontant ce livre, vous évoquez en même temps cette époque qui était une époque de transformation, parce que qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette époque, sinon cette évocation dans ce livre? Il reste des films, mon cher Jacques. La décennie 1965-1980 au cinéma est exceptionnelle. En littérature, c'est plus faible, mais les deux domaines où les années 70, on va dire les 65-85, ces 20 ans-là, sont extraordinaires, c'est la musique et le cinéma. Là, il y a un âge d'or qui est indépassable. Il se trouve aussi, donc vous parlez du rock, mais vous aimez aussi le jazz. La preuve, écoutez. Miles Davis, le roi de la trompette. Et ça, pour vous, c'est aussi quelque chose d'important. Miles Davis était un génie. Alors aujourd'hui, il aurait plein d'histoires parce que on chercherait ses vices plutôt que ses qualités. On chercherait ses défauts plutôt que son talent. Donc on écouterait Miles Davis par le petit bout de la lorgnette et on essaierait de le canceller plutôt que de rendre hommage au chef-d'œuvre qu'il a enquillé, parce que je connais aucun disque de Miles Davis qui ne soit pas un trésor. Il n'a fait que des chefs-d'œuvre. Là, on a entendu Kind of Blue, qui est un disque de 1959, qui est son disque le plus célèbre, mais je crois qu'en tant que trompettiste, Miles Davis n'a toujours pas été remplacé. Et en tant qu'homme, il a été, avec Joséphine Baker, on l'oublie un peu, l'un des pionniers aussi pour la défense des musiciens noirs aux États-Unis. Oui, il a été une incarnation de la négritude à l'américaine. Et son génie, il l'a imposé au monde entier, avec ses caprices, avec sa personnalité, avec sa force, et parfois, de temps en temps, avec son mépris envers les Blancs. Oui, mais un jour, répondant à un questionnaire, on lui a dit quel est votre vœu principal, et il répond « j'aurais voulu être blanc ». Ça m'étonne beaucoup de lui. Je vous crois, mon Oui. cher Jacques, je sais que vous êtes un énorme travailleur, et si vous le dites, ça doit être vrai. Mais c'est très étonnant. C'est peut-être au second degré, peut-être. Oui, je pense. Parce qu'il était très, 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 très fier d'être noir. Et il a reçu, on l'a un peu oublié, dans les années 60, le trophée de l'homme le mieux habillé de l'année aux États-Unis. Oui, exact. Voilà. Exact. Mais c'était un type très difficile d'accès, et je me souviens d'une émission que j'ai vue sur le site de l'INA ou sur YouTube, et dans lequel il y a un jeune prodige de la trompette qui doit avoir 12 ans ou 10 ans et qui joue devant Miles Davis. Et Miles Davis, avec sa voix très éraillée que je ne vais pas imiter, lui dit « Tu crois que c'est bien, petit, ce que tu viens de faire ? C'est assez mauvais, t'es limité, faut que tu travailles. » Et le gamin, il est quasiment en larmes. Et en fait, Miles Davis a dû lui faire un magnifique cadeau. Il voulait pas humilier le gosse, il voulait lui dire « Si tu veux devenir comme moi, faut que tu travailles jour et nuit. » Parce que si je suis du Miles Davis, c'est pas parce que je suis un génie, c'est parce que je suis le plus grand travailleur de trompette de tous les temps. Dans ce livre apné, vous évoquez aussi, au fil de votre voyage, Rudolf Nureyev. Oui, je suis fasciné par Nureyev, et je me souviens d'un article de Jean Caux dans Paris Match, éblouissant sur Nureyev. Et je crois que Nureyev, qui lui aussi aujourd'hui serait considéré comme l'homme à abattre à cause de sa réputation sulfureuse, était sans doute comment vous dire, il avait un corps qui était incompatible avec ce qu'on sait du corps humain. C'est-à-dire qu'il a inventé des mouvements qui n'avaient jamais été exécutés avant lui. Il a inventé des manières de se déplacer inédites depuis l'histoire de l'humanité, depuis les débuts de l'humanité. C'est pas rien quand même. Non. Et son saut qui lui a permis de rester en France. Bien sûr. En fait, on sait aujourd'hui qu'il avait été préparé de longue date dans les coulisses du Palais des Sports pendant qu'il jouait avec la troupe. C'est-à-dire Jeannine Ringuet, qui était la secrétaire, avait tout prévu pour qu'il saute à ce moment-là et qu'il reste en France. Et la police était prévenue, tout le monde était d'accord. Incroyable. Vous êtes incollable et incalable. Mais je voulais vous dire une chose. Vous savez, en musique, c'est pas facile d'inventer un morceau. C'est pas facile d'inventer un style. Mais en chorégraphie,
inventer des mouvements, inventer des enchaînements, ça me paraît éblouissant. Quelqu'un d'éblouissant aussi que vous citez dans ce livre, c'est dans un genre différent, c'est Björn Borg. Oui, en fait, vous voyez que je rends hommage à toutes les années que j'ai aimées. Et là encore, ce qui m'intéressait chez Björn Borg, c'était le duel qu'il avait entrepris avec John McEnroe. C'est-à-dire que vous avez la prudence et l'économie contre l'imprudence et la dépense. McEnroe. Vous avez l'imprudence et l'économie contre l'excès et, d'une certaine manière, la dynamite. La retenue de Björn Borg contre l'émancipation extrême de McEnroe. Et en fait, ce duel de deux personnalités, mais aussi de deux caractères, ont fait la joie de ma petite enfance. C'était fantastique. Aujourd'hui, on ne voit plus de grandes différences entre les joueurs. Là, il y avait quelqu'un de filiforme, quelqu'un de tassé, quelqu'un de nerveux et quelqu'un de calme. Et en fait, deux géants qui sont au même niveau, finalement, dans le panthéon du tennis. Et il y avait une femme qui adorait Björn Borg, elle le considère comme le plus grand sportif de tous les temps, c'était Marlène Dietrich. Ah bon ? Elle était chez elle, devant la télévision en permanence, enfermée, et elle téléphonait à Borg pour le féliciter après plusieurs matchs. Comment vous savez ça ? Parce que Marlène Dietrich m'appelait, me racontait ça. Je savais que vous aviez connu Marlène Dietrich. Et elle ne devait pas se laisser faire. Hein. Ah non, mais elle vous appelait au téléphone, c'est Madame Marlène Dietrich, comme ça, parce qu'elle avait lu un article, mais quand on la rappelait, elle disait c'est pas moi. Et elle a vécu pendant 15 ans enfermée. Elle appelait même la reine d'Angleterre pour l'engueuler parce que Charles n'avait pas été gentil avec Diana. Je sais. C'était un personnage incroyable. Incroyable. Alors d'autres personnages incroyables que vous évoquez dans ce livre Apnée, eh bien on va les évoquer nous aussi à travers la date du 9 octobre 1925. À tout de suite sur Sud Radio avec Yann Moix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yann Moix. Notre fil conducteur, c'est un livre, Apnée, un livre étonnant, une histoire subaquatique du XXe siècle. C'est-à-dire que vous racontez l'histoire sous la mer, en alexandrin. C'est-à-dire il a fallu choisir chaque sujet, c'était pas évident de trouver. Non, c'était très agréable à faire. Voilà, mais il fallait se documenter aussi, non, sur chaque sujet. Enfin, sur le débarquement, par exemple, il a fallu que je lise parce que je ne connaissais pas grand-chose sur les détails du débarquement. C'est un événement de l'histoire qui est très mal connu et qui est infiniment complexe. Il ne faut pas imaginer que ce sont juste des gens qui sont sortis des bateaux pour courir vers la plage. C'est quelque chose de très complexe, le débarquement. Alors, il y a eu aussi d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, comme le cinéma. Et si je parle de la date du 9 octobre 1925, c'est celle de la sortie de ce film. La ruée vers l'or. Oui, bien sûr. La ruée vers l'or de Charlie Chaplin, qui est un film qui a marqué une époque. Vous savez qu'il mange une chaussure. Il a fallu 3 jours de tournage et 63 prises pour tourner. Il avait des chaussures en réglisse et il a fallu l'hospitaliser ensuite parce qu'il était malade. Incroyable. Alors, je vais vous donner une anecdote. Vous connaissez dans ce film la fameuse danse des petits pains. Bien sûr. Et en fait, vous retrouvez l'origine de la danse des petits pains dans un film de Fatih Arbuckle avec Keaton, parce que il formait alors un duo. Et donc, Chaplin avait trouvé que la scène des petits pains n'était pas suffisamment bien interprétée par Fatih Arbuckle. Donc, il l'a reprise à son compte et il l'a réinventée. Et c'est vrai que l'original est émouvant parce qu'on voit la genèse, mais c'est moins génial en fait que Chaplin. Ce qui fait que le génie, c'est pas forcément toujours d'inventer quelque chose, mais c'est de refaire en mieux quelque chose qui avait été fait médiocrement. Chaplin, bien sûr, vous l'évoquez dans ce livre. Ah oui, c'est un génie. Pour vous, c'est un génie. Si on devait classer les gens de cette époque, mais dans les altitudes qui sont les leurs, les classements n'ont pas beaucoup de sens. À titre personnel, je mets Keaton devant. Oui. Buster Keaton me semble plus fort parce que fait moins de concessions, déjà. Et je trouve qu'il est plus inventif dans sa mise en scène. Et les cascades de Keaton m'ont toujours ravi. Il y a moins de cascades dans Chaplin, mais enfin là, c'est comme si on comparait Newton et Einstein. Hein. C'est-à-dire que je chipote un peu, mais c'est vrai que je préfère Keaton à titre individuel. Keaton qui avait un visage toujours extrêmement sérieux. L'homme qui ne sourit jamais. Exactement. Et d'ailleurs, Chaplin le considérait comme son idole aussi, et il lui a reproché un jour de s'être compromis en passant à la télévision. Exact. Voilà. Et vous savez, la fin de Keaton est terrible. Il a même fait des publicités pour Kodak, etc. En couleur. Keaton n'a pas supporté, comme beaucoup d'acteurs de sa génération, le passage du muet au sonore.
Et c'est vrai que le sonore a tué des générations d'acteurs géniaux. Ça a sauvé Laurel et Hardy que vous évoquez aussi dans ce livre. Oui, j'aime beaucoup Laurel et Hardy, j'en ai regardé beaucoup dans ma vie, je continue à en regarder de temps en temps. Ils me font moins rire que lorsque j'étais enfant. Je trouve que leur humour est un petit peu plus limité et moins inventif. Mais ça reste quand même deux extraordinaires acteurs. Mais les enfants d'aujourd'hui, dans les écoles, aujourd'hui, notamment en primaire, on projette des films de Laurel et Hardy. Oui, Fra Diavolo, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Mais même les enfants sont fascinés, alors qu'on est à l'époque de Star Wars, par des films de Charlot ou par des films de Laurel et Hardy. Oui, il y a même à la Cinémathèque française certaines années, je me souviens qu'ils avaient passé le matin avec un pianiste des films de Méliès. Et ça avait cartonné. Oui. Donc en fait, les enfants aiment tout ce qui est bien fait, tout ce qui est drôle. Pour vous, le cinéma muet, ça a été un tournant encore presque aussi important que le cinéma parlant? Je suis pas sûr, pour vous dire la vérité, que le parlant ait apporté grand-chose au cinéma. Alors je suis content de voir des films parlants, je veux pas faire le malin, mais le cinéma n'avait pas forcément besoin de parlant. C'est-à-dire qu'on est capable de regarder des grands chefs-d'œuvre. Par exemple, je regarde souvent les films d'Eric von Stroheim. Il n'y a pas besoin de mots, en fait. L'image, des panneaux pour dire les dialogues régulièrement. L'Aurore de Murnau, qui est le plus grand film de tous les temps, pas besoin vraiment de dialogue. Je suis content que le son existe. On va pas se faire croire que c'est... Mais je veux dire, le cinéma n'avait pas forcément besoin du son. Tant mieux qu'on ait le son. Mais on aurait pu continuer à faire du cinéma sans. Voilà. En même temps, il y avait à une époque le cinéma chocolat. On gagnait des places de cinéma dans les années 20 avec des tablettes de chocolat, et on allait voir un cinéma feuilleton où toutes les semaines il y avait un épisode d'un film, et on allait le voir sur 4 semaines. Ah, ça je l'ignorais. Ah oui, il y avait des incroyable. Mistinguett détective, par exemple, a duré 4 semaines. Incroyable. C'était des séries de l'époque, en fait. Les mini-séries de l'époque, mais en muet. Alors, le parlant est arrivé avec Al Jolson, que vous évoquez bien sûr. Ça aussi, c'est un tournant. C'est un tournant. Et Al Jolson, le chanteur de jazz, c'est aussi un film qui vous a marqué, ou qui a marqué son temps, ou qui a marqué le XXe siècle? Alors ça a marqué le XXe siècle. Ça m'a pas marqué au sens où c'est un film que j'ai découvert, j'avais déjà 40 ans. Oui. Je l'ai pas vu enfant, vous voyez, c'est pas des choses qui font partie de mon ADN d'enfant ni d'adolescent. En revanche, j'ai découvert avec intérêt, à titre historique, quand j'ai une fois adulte, pour enfin voir ce qu'était ce film. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon histoire personnelle. Non, mais Al Jolson, on le sait pas, c'était une star à Broadway. Absolument, bien sûr. Quand il descendait dans la salle pendant un spectacle, ça provoquait des émeutes. Il y avait des émeutes, oui. C'est fou. Oui, il y avait des émeutes. On peut pas imaginer ça aujourd'hui. Non, mais comme il y avait des émeutes, même à Moscou, lorsqu'on passait les films de Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, c'était à l'époque l'équivalent de ce qu'a été Sylvester Stallone dans les années 80. Alors, il y a quelqu'un qui est très présent aussi dans ce livre apné, Yann Moix, c'est James Dean. Oui, j'aime beaucoup cet acteur. Pour moi, c'est un géant, sans jeu de mots, parce que vous savez qu'il a joué dans un film qui s'appelle comme ça. Je le dis pour nos auditeurs qui voudraient le découvrir, parce qu'il est un peu oublié aujourd'hui. James Dean a été fauché dans sa carrière par un accident de voiture terrible, et il est mort à 25 ans, James Dean. Il avait devant lui une carrière à la Brando. Et un jour, il avait il avait été éconduit plutôt par Ursula Andress, qui lui avait fait des malheurs, et il a poussé un petit peu fort sur le champignon pour se refaire un mental, et malheureusement, il a trouvé la mort auprès d'un carrefour. Et on sait très peu d'ailleurs cette liaison avec Ursula Andress. Oui, personne ne la connaît vraiment, mais c'est vrai que James Dean, à qui on a prêté des mœurs autres, et qu'il avait sans doute été... passionnément amoureux d'Ursula Andress. Et puis, vous aimez le rock, Yann Moix, c'est bien sûr Presley, qui considérait James Dean comme un maître, est présent largement dans ce livre. J'ai longtemps détesté Elvis, et contrairement à Georges Brassens, j'ai changé d'avis. Parce que je l'ai vraiment écouté, et Elvis, en fait, vous l'enlevez de l'histoire du rock, et il n'y a plus les Beatles, il n'y a plus John Lennon, il n'y a plus personne. Elvis, c'est le patron, c'est le king, c'est le roi. En fait, Elvis a rencontré les Beatles lorsqu'ils sont arrivés, et il a dû évoluer parce que les Beatles arrivaient aux États-Unis. Exactement. Mais je vais vous dire, un peu aussi comme certains joueurs de blues ont senti les Stones arriver, ils ont été obligés de se réinventer parce que les petits jeunes blancs arrivaient derrière. Mais Elvis était un personnage hors du commun. Vous évoquez le cinéma aussi, parce qu'il a fait aussi quelques films qui étaient des prétextes à des chansons. Oui, c'était des navets. Mais je préfère un navet avec un génie à l'intérieur qu'un chef-d'œuvre avec que des tocards. En tout cas, pour les comédies musicales, j'entends. J'aime Elvis et j'aime le voir dans ses films, même les plus mauvais, parce qu'on le voit physiquement et il avait une allure quand même inégalable.
Il ressemblait à quelque chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il avait une culture cinématographique qu'on n'imagine pas, comme celle de Johnny Hallyday, parce qu'il avait installé, c'était un des premiers à avoir un écran Un home cinéma, ouais. dans sa maison de Graceland, et tous les soirs, il projetait les films d'Hollywood à Priscilla, sa femme. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire dans l'histoire du rock et de la chanson, et qui sont des passionnés de cinéma. On en connaît, Eddie Mitchell par exemple, c'est quelqu'un qui regarde 2 westerns par jour depuis 50 ou 60 ans. Il y a beaucoup de cinéphiles chez les chanteurs, hein. Surtout chez les chanteurs de blues, de rock et de rock and roll, comme on disait avant. Des types à Santiago aiment en général les westerns. Et puis il y a Marilyn Monroe, que vous évoquez bien sûr aussi, qui elle a marqué aussi son époque. Marilyn, qui était pour moi une femme, une victime en fait, qui a été brinque-ballée entre différents bourreaux qui ont abusé d'elle. C'est une femme qui était... d'une grande pudeur et qui était détruite comme objet sexuel en fait par les prédateurs de son époque et des grands prédateurs. Et elle se laissait faire. Elle se laissait faire. Elle avait peu de résistance à l'agression, et c'est une femme dont quand on voit les films, dont on s'aperçoit qu'elle était la lumière incarnée, et que comme Brigitte Bardot, elle ne s'est jamais prise pour la star qu'elle était. Brigitte Bardot ne s'est jamais prise pour Brigitte Bardot, et je pense que Marilyn Monroe ne s'est jamais prise une fraction de seconde pour Marilyn Monroe. C'était Norma Jean Baker, et elle en revenait pas d'être elle-même, mais elle en a souffert toute sa vie. Et puis, si aujourd'hui elle était parmi nous, ça serait pas passé comme ça. Non, heureusement, vous voyez, mon cher Jacques, il y a des choses qui évoluent dans nos sociétés, et souvent dans le bon sens. Parce qu'il y a quand même eu des femmes qui sont mortes de la violence que les hommes leur ont fait endurer. Il faut être très honnête là-dessus, c'est la vérité. Et l'image de Marilyn, c'est sa robe qui se soulève pendant le tournage de 7 ans de réflexion. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y avait une centaine de personnes devant pendant le tournage qui ont assisté à la scène et qui ont pris la photo, mais qui l'ont gardée pour eux. Ah, ça, vous m'apprenez quelque chose. Moi, je pensais que c'était juste des techniciens. Non. Le public était là devant la bouche de métro. d'accord. Et puis, alors, vous évoquez aussi quelqu'un d'important, c'est Sacha Guitry. Oui. Et notamment le film Napoléon. Ah, je savais que vous alliez m'en parler. Je sais que c'est une de vos idoles. Oui. Et c'est vrai que Napoléon est un film. Ce qui est étonnant, c'est que la première de Napoléon, on avait construit un bivouac à l'Opéra, et que René Coty, président de la République, est arrivé salué par les soldats d'empereur. Ça, c'est très guitrique. Voilà. C'est extrêmement guitrique, et je trouve que Sacha, je l'appelle Sacha, hein, est quelqu'un qui malheureusement aujourd'hui est trop peu joué. Oui. Et je signale à vos éditeurs, c'est pas pour faire de la publicité pour ma personne, hein, j'ai sorti une revue qui s'appelle Année Zéro, dont il y a déjà quelques mois, dont le numéro 3 est intégralement consacré à Sacha Guitry. On a fait des très gros dossiers. Si vous voulez tout savoir sur Sacha Guitry, vous pouvez vous y référer. Et vous dites dans ce livre qu'on lui fiche la paix. Je lui demande à ce qu'on lui fiche la paix, ouais. Pourquoi ? Parce que Guitry a été empoisonné pendant les dernières années de sa vie, les 10 dernières années qui lui ont resté à vivre après la guerre, par des miasmes extrêmement pernicieux, laissant augurer qu'il avait collaboré. Et non seulement Guitry n'a pas collaboré, mais je persiste et je signe, Guitry a résisté. Oui. Guitry était un grand résistant. Ce n'était pas un petit collabo, mais un grand résistant. Il a sauvé des juifs, il a sauvé des vies. On sait aujourd'hui qu'il a écrit une pièce en décembre 1943 qui a été refusée par la commandante Tour, qui s'appelle Mon Auguste grand-père, oui, où il insulte les Allemands, où il fait l'apologie de la liberté et des Juifs. Et je trouve que Guitry a payé très cher sa supériorité artistique et intellectuelle. Là encore, mon cher Jacques, aujourd'hui, comme hier, comme de tout temps, on ne supporte pas les génies, et dès qu'on trouve un prétexte pour leur couper la tête, on se jette sur ce prétexte. Quelqu'un qui en parlait beaucoup, c'était Alain Decaux, qu'il avait connu à 13 ans. Je sais. Et Alain Decaux a gardé sa maison pendant que Guitry... pas à 13 ans, puisque... Il a connu à 13 ans pour jouer une pièce, et après, à 18 ans... Il est revenu à 18 ans, pendant la guerre. Garder sa maison. Il a gardé sa maison pour que... Pendant que les filles embarqué... Sacha Guitry, pour éviter qu'elle soit pillée. Oui. Et Guitry a donné une photo à Alain Decaux, qu'il a conservé toute sa vie encadrée, une photo dédicacée. J'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Alain Decaux. C'est quelqu'un que j'aurais aimé rêver. J'ai connu sa fille, j'ai rencontré sa fille, mais qui était sympathique. Mais si on peut en une seconde, mon cher Jacques, rendre hommage sur la antenne de Sud Radio à Alain Decaux, j'en serais ravi. C'était un homme exquis, supérieurement intelligent,
très populaire, très cultivé, et je pense vraiment un honnête homme. J'aurais vraiment donné cher pour pouvoir le connaître. Eh ben, je l'ai connu, non seulement c'était ça, un homme honnête, un honnête homme, mais un homme qui avait beaucoup d'humour. Je sais. Et qui était un travailleur fou. C'est-à-dire qu'il travaillait chaque émission pendant 3 jours enfermé pour tout savoir. Et vous savez qu'il faisait ça sans notes. Bien sûr, sans face notes. caméra, en direct, pendant 1 heure. Exactement. J'ai revu Qui a assassiné Darlan, là, il y a quelques jours. C'est prodigieux, prodigieux. Il y a des gens comme ça que j'aurais adoré connaître. J'aurais adoré mieux connaître, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, mais j'aurais adoré connaître Jean Dutour. Je suis passé à côté de Jean Dutour. J'aurais pu, parce qu'il était encore vivant jusqu'en 2011. Il y a comme ça des grands académiciens français. On pense que ce sont des momies qui sont formalisées ou formolées, mais c'était des grands vivants, et je regrette de ne pas les avoir m'y être intéressé alors qu'il était encore temps. En tout cas, ce livre est passionnant et intéressant à travers ces gens-là. Et on va continuer à en parler à travers une autre date qui, là, est liée à un autre événement, le 10 décembre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Yann Moix. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yann Moix. Donc ce livre Apnée qu'on évoque depuis le début de l'émission, c'est une histoire subaquatique du XXe siècle chez Grasset. Et à travers ce livre en alexandrin, vous évoquez les personnages qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Le choix en littérature n'a pas dû être simple non plus. Non, mais en fait, si. Pardon, je suis contradictoire, c'est que j'ai des maîtres, j'ai des admirations, et je suis fidèle à ces admirations. J'ai pas vraiment évolué depuis l'âge de 20 ans. À 20 ans, mes goûts littéraires étaient un peu fixes, et ils le sont restés. Alors j'en ai eu des nouveaux entre-temps, mais je suis toujours fidèle à mes premières amours en littérature. Alors justement, si j'ai choisi la date du 10 décembre 2021, c'est une vente parmi d'autres à Drouot, où on met en vente 2 lots de Jules Renard. Et dans votre livre, vous évoquez l'hôtel Drouot. Oui, et j'aurais peut-être dû évoquer Jules Renard, je ne sais plus si j'en parle. Si, vous en parlez. Ah bon, ça me rassure, parce que c'est un de mes dieux lui aussi. Je conseille à nos auditeurs, et vous connaissez bien ça, j'en suis certain, Jacques, vous connaissez un petit peu, c'est le journal de Jules Renard. Bien sûr. Qui est un classique absolu. Et les auditeurs peut-être plus jeunes, si vous voulez lire un livre qui vous tombera jamais des mains et qui vous accompagnera toute votre vie, c'est le journal de Jules Renard. Qui est paru 10 ans après sa mort. Exact. Mais c'est un grand journal et un grand écrivain. Exactement. Alors, il se trouve qu'on vend des lots de Jules Renard régulièrement à Drouot. Et Drouot, pourquoi l'évoquez-vous dans ce livre, Yann Moix ? J'aime beaucoup Drouot, même si j'y ai connu de grandes frustrations. Notamment la main moulée de Sacha Guitry, qui m'est passée sous le nez parce qu'elle commençait à s'envoler à des tarifs qui n'était pas praticable pour l'écrivain que je suis. Et j'ai vu quelqu'un qui impassiblement levait la main à chaque fois que la main de Guitry surenchérissait. Était surenchérie plutôt. Et vous avez pu acheter quand même des choses particulières ? Oui, j'ai acheté de modestes photos, des dessins érotiques, des dessins pornographiques de Guitry. Alors, je crois que vous avez aussi acheté des livres de Philippe Bouvard quand il a vendu sa bibliothèque. Oui. Alors, c'est pas des livres de Philippe Bouvard, c'est des livres ayant... J'ai acheté l'intégrale de Hugo, édition 1885, les œuvres complètes de Bouvard. Ça m'a coûté 5 000 €. Voilà. Il trouve qu'il avait une bibliothèque énorme chez lui, avec des livres extraordinaires. Extraordinaire. Et il m'a un jour expliqué que ces livres, c'était pour lui, sa protection. Oui, il les lisait pas. C'était pour éviter les cons. Ouais. Et il savait qu'il était entouré par des génies. Exactement. Mais il les ouvrait pas forcément. Oui, j'ai les Hugo de Bouvard, ouais. Alors, Raymond Roussel, justement, est présent dans ce livre. Vous êtes incalable, hein, c'est incroyable. Je connais des gens qui préparent leurs émissions, mais vous êtes sans doute le maître des maîtres de la préparation des émissions, parce que c'est pointu, hein, c'est précis. Je peux pas faire autrement avec vous, qui êtes aussi pointu. Non, mais je suis obsessionnel, c'est pas la même chose. Alors, Raymond Roussel, justement, vous l'avez évoqué, et il est lui aussi très présent dans votre livre, parce que c'est quelque chose qui a compté pour vous depuis son premier roman, La Doublure. Raymond Roussel publie en 1897 un livre qui s'appelle La Doublure, et il pense qu'il va non seulement se faire un nom pour l'éternité dans l'histoire de la littérature, premièrement, et deux, qu'il va connaître un succès phénoménal. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que Raymond Roussel perd sur les 2 tableaux, il en est resté amer toute sa vie, et prenant la mouche pour ne pas avoir été considéré comme le nouveau Victor Hugo à l'époque, il décide d'écrire une œuvre pour lui, que pour lui, et il décide même d'écrire des pièces qu'il ne représentera finalement que pour lui, en payant les acteurs et en s'offrant une scène. C'est un auteur, pour cela, j'allais dire un auteur dramatique, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que dramatiquement accueilli à l'époque, qui n'a jamais connu le moindre lecteur ni le moindre succès,
que les snobs aiment beaucoup aujourd'hui, surtout quand ils l'ont pas lu, mais que les gens qui le connaissent intimement, comme c'est mon cas, revisitent régulièrement, restant à chaque fois époustouflés par sa force, son imagination et surtout son audace. Oui, en même temps, aujourd'hui, ces livres sont traduits dans le monde entier. Alors ça m'étonne beaucoup parce que j'imagine mal qu'on puisse traduire quelqu'un dont la prose, mais surtout la poésie, obéissent à tant de contraintes. Oui. À tant de contraintes. Mais en même temps, c'est après sa mort qu'on l'a découvert, et le premier biographe à avoir écrit quelque chose sur lui, c'était François Karadec. Je sais. François Karadec, qui est un homme qu'on a un peu oublié, qui a écrit à la fois la biographie de Raymond Roussel et l'encyclopédie des farces et attrapes. François Karadec a écrit également une biographie de Rachilde, une biographie d'Alfred Jarry, une biographie de Pujol, le pétomane, une biographie d'Alphonse Allais. François Karadec était, je crois, quelqu'un d'assez ronchon, un petit peu désagréable, mais il a beaucoup fait pour les littératures transversales. Exactement. Et ça, vous les appréciez, ces littératures transversales? Bien sûr, j'aime toute la littérature. J'aime la littérature classique. C'est-à-dire que je vénère Flaubert, je vénère Baudelaire, je vénère Stendhal. Mais je vénère aussi Alfred Jarry, Alphonse Allais et les auteurs moins connus, comme Léon Blois aussi. Bien sûr. Et Alphonse Allais, pendant des décennies, on l'a pas connu, alors qu'il a été un des maîtres de l'humour. Oui, il disait par exemple, c'est pas pour me vanter, mais il fait beau ce matin. Exactement. Il se trouve aussi que la folie de Raymond Roussel vous a marqué parce qu'à la fin, il est mort fou, suicidé. Raymond Roussel a fait le tour du monde dans une roulotte aménagée, très luxueuse, puis il avait beaucoup d'argent. Et il demandait aux sbires qui l'accompagnaient de ne jamais ouvrir le rideau. C'est-à-dire qu'en Chine, il voulait pas savoir où il était, quoi. Il a aussi une particularité, c'est qu'il prenait son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner d'un coup, le matin, pour plus avoir à y revenir. Pour trier ses valets de pied, il demandait à ce qu'il parcourt sa cour à minuit. Comme il y avait des graviers, s'il entendait le bruit du gravier, il n'employait pas la personne, etc., etc. Mais un jour, il prend un taxi, il ne reviendra plus et on le retrouve suicidé dans un hôtel. Oui, il s'est donné la mort à Palerme. Il s'est suicidé dans une chambre d'hôtel à Palerme en 1935. Et quelqu'un a écrit, Jean Ferry, sur lui, on en sait plus sur Virgile que sur Raymond Roussel. Oui, c'est très juste. Jean Ferry a écrit une magnifique étude sur les nouvelles impressions d'Afrique. Alors, nouvelles impressions d'Afrique, c'est une phrase, mais une phrase qui dure 120 pages, dans laquelle il y a des parenthèses de parenthèses de parenthèses de parenthèses de parenthèses à l'infini, quoi. Et ça tient la route. Et parmi les missions de l'écrivain que vous êtes, Yann Moix, il y a réhabiliter ces auteurs pour les faire découvrir à la nouvelle génération. J'aime tous les auteurs géniaux, indépendamment de leur réputation, de leurs actes, du soufre qu'ils peuvent encore transbahuter avec eux. J'aime Jean Genet, j'aime Jean-Paul Sartre, j'aime le Marquis de Sade, j'aime Paul Morand, j'aime Philippe Solers, j'aime Stendhal. J'aime Saint-Jean-Perse, j'aime Proust, j'aime Céline. Il y a un côté Prévert dans votre livre avec... J'aime Prévert. Oui, mais justement... La différence entre Houellebecq et moi, c'est lui il déteste Prévert, moi j'adore Prévert. Mais il y a un côté inventaire de Prévert dans votre livre. Oui. C'est quelque chose... J'aime les listes. Je suis comme Georges Perec, j'aime les listes. Je suis pas loin de l'Oulipo parfois, l'ouvroir de littérature potentielle. J'aime la contrainte, j'aime les listes, j'aime la littérature parfois un peu expérimentale. J'aime prendre des risques en littérature. J'aime la littérature, c'est tout. Oui. La littérature fait ce qu'elle veut, en fait. Mais la littérature peut être populaire. Prévert est aujourd'hui encore très populaire dans les écoles. Bien sûr. Je suis très heureux que un auteur comme lui puisse continuer à être enseigné à l'école et appris par cœur par les élèves, comme La Fontaine, par exemple. Et c'est vrai aussi que des films comme Quai des Brumes sont devenus des classiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, il avait écrit « T'as de belles jambes, tu sais ». Ah non, je ne le savais pas. Il va sur le tournage, il voit les yeux de Michel Morgan, il a changé la phrase. C'est extraordinaire. Si c'est vrai, vrai. C'est extraordinaire. Et puis, il y a aussi la peinture qui vous intéresse, et il y a une chanson qui fait penser à la peinture. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens. L'été indien. Je ne suis pas un fan de Marie Laurencin. Hein. Non, mais l'été indien, c'est extraordinaire, c'est un immense succès. Et au départ, Dassin ne voulait pas le chanter. C'est Clo-Clo qui devait le faire au début. Oui, et il disait, mais je ne chanterai pas cette chanson parce que personne ne sait qui est Marie Laurencin. Ah, je savais pas ça. C'est ça la vérité. Ah, vous êtes vraiment impressionnant. Moi, je sais que Clo-Clo l'a refusé. Oui. Et après, il ne supportait pas de l'entendre à la radio parce que ça lui était passé sous le nez.
C'est pas, je comprends. Et effectivement, Jodassin, ça a été son plus gros succès, quoi. Voilà. Mais en même temps, Marie Laurencin fait penser à Apollinaire. Et Apollinaire. Oui, je sais. Voilà. J'aime quand même pas. Mais ça me fait penser aussi. Vous vous souvenez de L'été sera chaud de Éric Chardin? Absolument. Ah non, alors il parle. C'est là-dedans qu'il parle. Non, pardon. Il y a un autre morceau de Chardin où il parle de Félicien Marceau. Exactement. C'est pas L'été sera chaud, c'est un autre. Et je pense qu'il ne savait pas du tout qui était Félicien Marceau non plus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on connaît ces auteurs du passé? Est-ce qu'on n'a pas encore un travail de fond à refaire? Alors ça dépend de quel passé vous parlez. Le passé récent, ils ont tous été engloutis. C'est-à-dire que Jean d'Ormesson, c'est fini. Félicien Marceau, c'est fini. Jean Dutour, c'est fini. Tous ces gens-là, cette génération-là, on ne les lit plus. Michel Déon, Maurice Druon, tous ces gens-là ne sont plus lus. Les auteurs des années 50, 60, 70... 80, on ne les lit plus. Par contre, la génération d'avant, on les lit encore un peu. Boris Vian, on le lit encore. Malraux, on le lit encore un peu. Mais ça changera peut-être parce que dans quelques... Oui, c'est comme ça. Gide a été au purgatoire pendant des années. Proust a connu des années de purgatoire. Et Céline n'a pas connu de purgatoire du tout. Sauf de son vivant, bien sûr, mais une fois mort, il est devenu immédiatement un classique. Il y a des classiques qui disparaissent et qui reviennent. Ça existe, il y a des modes. Ça a été aussi tout le travail de ce livre, parce que ça a été, avec le recul, vous imaginez tout le travail que vous avez fait pour... Oui, je me suis embarqué dans quelque chose qui est... je suis content de l'avoir fait avant que l'intelligence artificielle puisse faire mieux que ça, puisque... Vous pensez vraiment? Non, je pense pas ça. Mais je suis très fier de ce livre. Ça m'arrive rarement d'être fier d'un de mes livres. En général, je suis très, très, très critique. Celui-là, j'en suis très fier, parce qu'il a été éprouvant, mais passionnant. C'est vertigineux. C'est jouissif d'écrire un livre en alexandrin. Ça fait plaisir à faire, en fait. Je sais pas si ça fait plaisir à le lire, mais à écrire, c'est extraordinaire. Et vous allez continuer comme ça? Là, je prépare un très, très, très gros livre qui va s'appeler Soleil, sur la guerre de 1870. Pourquoi? Parce que c'est une guerre qui est complètement oubliée. C'est une guerre qui n'est jamais commémorée. On connaît tout de 14-18, on connaît presque tout de 39-45, mais on connaît presque rien de 1870. Une guerre quand même assez rare qui est déclenchée par un régime et qui est continuée par un autre régime. C'est quand même assez rare. Cette histoire subaquatique, vous pensez que les amoureux de la littérature vont s'y pencher? Parce qu'il y a quand même encore quelques amoureux de la littérature. Oui, et je pense aussi que c'est un livre qui est fait pour durer. Il sera peut-être enseigné, il y a peut-être des passages qui seront appris par cœur par les élèves un jour. Moi, je mise sur le long terme. Je m'inscris dans quelque chose qui est de l'ordre de la postérité. Je fais ce pari-là, à mes risques et périls, hein, bien sûr. Mais enfin, c'est le pari que je fais. J'écris pour mes contemporains et aussi pour des gens qui viendront longtemps après. Je suis obligé de faire ce pari-là. Si je le fais pas, ça me rend moins fort au moment où j'écris. J'écris pour le plaisir d'écrire. Mais j'aime bien savoir que je serai lu dans quelques années. En tout cas, vous serez lu, à mon avis, très très vite par de nombreux lecteurs à travers ce livre apné, parce que même celles et ceux qui connaissent l'histoire du XXe siècle, ils découvriront une autre façon de le percevoir. Merci vraiment de votre gentillesse et de votre invitation. J'imagine que l'émission est terminée. L'émission est terminée. Ça passe très vite avec vous. C'est terminé. C'est chez Grasset, je précise, le livre, parce que c'est toujours bon. Mais c'est terminé, mais on se reverra bientôt parce qu'il y aura d'autres occasions. Merci, mon cher Jacques. Merci, les Clés d'une vie, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.